On n'a pas mis de maquillage. Bonjour à tous. Nous sommes à l'hôpital Pierre-Paul Riquet à Toulouse pour notre troisième reportage. Aujourd'hui, nous sommes en présence du docteur Perrine Ernoult qui dirige le dispositif Andisco, ainsi que le docteur Pankowski Cathy qui, elle, dirige le centre de référence de gynécologie maladies rares. L'association Le Rosier Blanc vient aujourd'hui pour ce reportage afin de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées pendant les temps répit-repos, à travers les mails et les téléphones. Docteur Pankowski Cathy, bonjour. Docteur Perrine Ernoult, bonjour. Je suis ravie de faire cette interview avec vous. Nous allons commencer à vous poser toutes sortes de questions. L'association Le Rosier Blanc est située à Caussade et au travers de ces reportages, nous répondons à toutes les questions que nous récoltons dans les répit-repos et toutes les personnes qui sont dans nos campagnes isolées et qui souhaitent s'informer sur vos spécialités. Docteur Perrine Ernoult, le dispositif Andisco, qu'est-ce que c'est et depuis quand existe-t-il ? Alors, Andisco, c'est un dispositif qu'on a mis en place sur le CHU de Toulouse pour essayer de faciliter l'accès aux soins courants pour des personnes qui sont en situation de handicap complexe. Et donc, on a créé ce dispositif en réponse à un appel à projet de l'ARS en 2016. Il a vu le jour en 2017 et les consultations ont démarré en mai 2018. Alors, on peut être contacté par des familles, des professionnels de santé, des aidants professionnels. En fait, tout le monde peut nous contacter pour prendre rendez-vous pour des personnes qui présentent du coup donc un handicap complexe. Alors peut-être que je vais vous définir ce que c'est, ce qu'on appelle le handicap complexe. Donc, ce sont des personnes qui ont des troubles de la communication. Des comportements défis, ce qu'on appelle aussi des comportements problèmes, mais j'aime pas trop ce terme, une déficience intellectuelle, ou bien encore des troubles sensoriels, en sachant que ces troubles peuvent s'associer entre eux, bien sûr. Voilà. Donc, les patients qu'on accueille ne sont pas en capacité de prendre directement rendez-vous. Du coup, ça passe forcément soit par des aidants, soit par des professionnels de santé. Voilà. Et donc ensuite, en fait, on constitue un dossier pour ce patient où on va recueillir un certain nombre d'informations qui vont nous faciliter la réalisation de la consultation derrière. On va s'intéresser bien sûr aux antécédents, aux traitements, etc. Mais surtout, notre particularité, c'est qu'on va recueillir toutes les particularités du patient. On va demander comment il est justement sur le plan comportemental, est-ce qu'il est verbal ou pas? S'il n'est pas verbal, est-ce qu'il a des moyens de communication alternatifs? On va recueillir toutes ces particularités sur le plan sensoriel. On recherche aussi est-ce qu'il a des moyens d'apaisement qui sont connus? Est-ce qu'on utilise auprès de lui ce qu'on appelle des renforçateurs positifs? Si oui, enfin voilà, on va connaître aussi ces centres, on va demander aussi ces centres d'intérêt. Parce que ça peut être une bonne accroche pour l'entrée en consultation. Voilà, enfin il y a encore un certain nombre de renseignements qu'on nous demande et qu'on va ensuite communiquer au professionnel qui va recevoir le patient en consultation. Il faut que tu définisses quelle consultation tu assures. Voilà. Donc sur le dispositif, on propose des consultations en ORL, en ophtalmologie, en gynécologie, des consultations dentaires et aussi des consultations d'urologie. Et pour chacune de ces spécialités, en fait, on a à peu près une demi-journée de consultation hebdomadaire et on a des professionnels qui sont vraiment dédiés, ce sont toujours les mêmes qui vont recevoir ces patients-là et qui du coup ont eu une formation au moment de la création du dispositif et qui aussi avec le temps ont une certaine expérience pour accueillir ces patients. Je relève la particularité, celle d'appréhender les enfants ou les patients. En fait, au niveau du stress, c'est extrêmement important quand un enfant ne sait pas ce qui va lui arriver, pourquoi il va consulter. Comment vous travaillez ? Alors justement, il y a, en fait, on peut aussi proposer une préparation en fait à la consultation. Donc on va essayer de donner des petits conseils en fait aux personnes qui nous ont contactés en fonction du soin qui est demandé. Hein. Et puis ensuite, c'est aussi pour ça que je vous disais qu'on s'intéresse à ces centres d'intérêt, etc. Parce qu'on va essayer de recréer un climat un peu familier pour la personne quand elle arrive.
Et du coup, pour que ça la rassure, oui, que ça la mette en confiance, on peut faire aussi ce qu'on appelle de l'habituation aux soins. Donc ça, on en fait un petit peu ici, mais surtout on encourage aussi les équipes, notamment au niveau des établissements médico-sociaux, à mettre tout ça en place. C'est-à-dire qu'on va préparer en fait la personne à la réalisation d'un soin en séquençant le soin en différentes étapes, et on va l'habituer progressivement en n'étant jamais dans la contrainte, enfin sans jamais le forcer, pour qu'il accepte petit à petit. Et puis après ça, on va mettre toutes ces séquences bout à bout pour que finalement on puisse faire le soin sans difficulté. Voilà. Ce dispositif existe ici à Toulouse. Il existe où encore? Parce que j'imagine que vous ne recevez pas tout le Midi-Pyrénées. Y a-t-il d'autres dispositifs autour de Toulouse? Oui, alors effectivement, notre dispositif, il a été prévu pour accueillir des patients de Haute-Garonne. En réalité, on accueille quand même aussi des patients qui viennent d'autres départements alentours, parce qu'il y a des endroits où l'accès aux soins est encore plus compliqué qu'en Haute-Garonne. Mais il faut vraiment que, d'une part, les patients rentrent dans et le profil des patients que nous prenons en charge ici. Et il faut aussi qu'il n'y ait pas de dispositif existant plus à proximité de chez eux. À savoir, il en existe un maintenant alors à Castres. Alors déjà à Toulouse, pardon, il y a un deuxième dispositif qui existe sur l'hôpital Marchand qui s'appelle la CODA HP, et qui est un dispositif plutôt de consultation de médecine générale qui va accueillir le même profil de patients que sur Andisco. Et on peut être amené à les rediriger vers la CODA HP quand on n'a aucune orientation sur la problématique, par exemple devant des modifications comportementales, où on peut suspecter une douleur mais on ne sait pas du tout l'origine. On peut l'orienter dans un premier temps chez eux et qu'ils nous redirigent après pour certaines consultations spécialisées si besoin. Ensuite, il existe d'autres dispositifs, donc un à Castres qui propose des consultations de gynécologie, des consultations de pédiatrie et des consultations dentaires. Après, vous en avez à Carcassonne. Il y a une consultation de soins dentaires dédiée qui a été développée là récemment au Shiva. Ensuite, vous en avez une aussi à Agen. Et après, un petit peu plus loin aussi, mais je vais en oublier, il y a aussi Perpignan, il y a Montpellier. Voilà, il y en a de plus en plus en fait de dispositifs qui émergent, et je n'ai peut-être pas été exhaustive. Autre question, docteur. L'accueil de certains soins peut-il se faire sous Méopa? Alors pour les jeunes enfants, évidemment, le Méopa est utilisé comme un sédatif sous forme respiratoire. Est-ce que dans votre service, c'est quelque chose qui est souvent utilisé? Alors déjà, je dirais que le Méopa, on peut l'utiliser aussi chez les adultes. Donc c'est un outil qu'on a à notre disposition sur le dispositif, mais qu'on ne va pas utiliser systématiquement. D'abord parce que pour certains, ça peut être parfois encore plus anxiogène, le fait d'être obligé de mettre un masque sur le visage. Donc s'il n'a pas été préparé à ça, finalement, ça ne sera pas toujours aidant. Mais voilà, ça fait partie des moyens qu'on a à notre disposition et qui peuvent aider certains patients à se détendre et à mieux supporter, entre guillemets, la consultation. Question, docteur. Mon enfant a 4 ans et je m'aperçois qu'il présente quelques troubles de comportement. L'école constate la même chose. Est-ce que je peux prendre une consultation auprès du CRAMS et de l'ASI? Est-ce que c'est la même chose que votre dispositif Andisco? Alors, je pense que dans cette situation, la première personne à consulter, c'est le médecin généraliste déjà, qui ensuite, s'il a un doute également, pourra réadresser cet enfant soit vers un neuropédiatre, soit vers un pédopsychiatre selon ce qu'il aura noté. Il pourra également aussi demander des bilans auprès d'orthophonistes ou de psychomotriciens, etc. Ensuite, alors le dispositif Andisco, lui, n'a pas du tout vocation à porter un diagnostic sur la pathologie ou le trouble à l'origine du handicap. On interviendra, nous, plutôt dans un deuxième temps. S'il y a des besoins de soins dans les spécialités que je vous ai citées tout à l'heure, et qu'on sait que ce patient a des difficultés à accéder aux soins. Après, il y a juste
on peut parfois être sollicité par des neuropédiatres ou des pédopsychiatres pour faire un bilan au niveau ORL et ophtalmo pour écarter un problème d'audition ou de vue qui pourrait aussi être à l'origine de problèmes comportementaux. Au gré des temps des répits-repos que nous organisons, nous avons pris conscience que de nombreuses personnes étaient doublement atteintes relativement aux maladies orphelines. De la part de la maladie en tant que telle, mais aussi de par l'isolement dans lequel on se trouve dans notre région. Aussi, les reportages que nous réalisons et que nous diffusons ensuite sur YouTube leur permettent de rester informés. Leurs questionnements sur les points précis ont alors une réponse donnée par un spécialiste. Aujourd'hui, c'est vous. Nous ambitionnons également de pouvoir être une sorte de laboratoire, de collecte de données concernant telle ou telle maladie orpheline, ce qui nous permet de nous diriger vers vous et chaque spécialité à chaque reportage. Alors, évidemment, il y aura des médecins, des éducateurs dans les instituts pour consulter dès lors que l'on pose cette problématique. Par ailleurs, nous souhaitons créer une plateforme qui serait dédiée uniquement aux syndromes les plus rares et aux maladies orphelines. Et cette plateforme, si elle existe, nous souhaiterions être greffés, de manière à ce que tous les médecins dans nos campagnes, dans nos files, aux alentours de Caussade, puissent-ils directement se connecter sur l'ordinateur pour se renseigner sur ces syndromes-là. Pourquoi pas, dans cette plateforme, diriger aussi les familles qui, peut-être par un logiciel de protection sur les données confidentielles, pourrait-il échanger avec d'autres parents à travers le monde sur ces syndromes. Nous avons le cas d'une maman, son fils. Ce syndrome n'existe qu'à la hauteur de 15 dans le monde. C'est très difficile de pouvoir composer quant au comportement, à l'attitude, la conduite à tenir. Est-ce que vous pensez qu'il existe ici à Toulouse ce genre de plateforme? Depuis au moins 10 ans, depuis les années 2014 et je pense même avant les années 2010, le gouvernement et le ministère de la Santé ont développé des plateformes et ont demandé à ce que les médecins s'orientent et s'impliquent dans les maladies rares. Donc en fait, il y a des centres de référence pour de nombreuses maladies rares qui ont été constitués et qui sont relabellisés tous les 4 ans. Nous sommes labellisés pour les maladies gynécologiques rares depuis 2017. On vient d'être relabellisés, mais notamment en pédiatrie. Et dans chaque discipline, vous avez des centres pour des maladies rares, les maladies métaboliques, les maladies autour de l'obésité, le syndrome de Prader-Willi, la maladie de Marfan. Donc il y a beaucoup de syndromes qui peuvent ainsi bénéficier d'une prise en charge spécifique. Et ça, c'est très important. Au CHU de Toulouse, il y a de nombreux centres de maladies rares, pédiatriques et adultes. Et tous ces centres sont regroupés sous une plateforme, donc qui nous permet bien sûr d'avoir et de pouvoir mutualiser de nombreuses compétences en ce qui concerne la prise en charge de ces patients. Merci. À côté de ça, Oui. vous avez le réseau maladies rares. Donc c'est l'ensemble des associations qui émanent de l'ARS et je pense que vous devriez, je ne sais pas si on vous a sollicité pour participer à ce réseau, mais c'est le regroupement des associations et l'Alliance Maladies Rares par exemple aussi, de manière à ce que vous aussi vous puissiez vous mutualiser et bénéficier d'une plateforme commune pour avoir accès au maximum d'informations et de soutien pour les familles. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Docteur Pankowski-Cathy, spécialiste de l'endocrinologie et de la gynécologie et l'approche des personnes atteintes de maladies orphelines. Dans votre centre de référence de gynécologie rare, je vous laisse vous présenter, docteur.
Oui, oui, j'ai passé ma vie à pratiquer l'endocrinologie et finalement la gynécologie est une surspécialité de l'endocrinologie puisqu'on s'occupe du développement de l'enfant et notamment sur le plan gynécologique, génital, de la période anténatale jusqu'à la vie d'adulte. Donc c'est toute cette approche et toute cette vision de l'enfant et de l'adolescent ensuite que l'on a développée. Dans notre centre, il y a 4 types de pathologies que l'on prend en charge, qui ont été déterminées dans un premier temps. C'est les enfants et les femmes qui n'ont pas d'utérus et pas de vagin, qui vont nécessiter une prise en charge psychologique et médicale. Et nous sommes maintenant juste à l'aube de la greffe utérine pour elles, puisqu'on les commence en France. Une deuxième pathologie, c'est toutes les anomalies mammaires des jeunes filles, des anomalies des affections bénignes qui ne sont pas prises en charge à l'Ocopole, ça n'a rien à voir avec le cancer, mais qui effectivement nécessitent une prise en charge particulière. Ensuite, il y a toutes les anomalies des troubles de l'hémostase et notamment des hémorragies au moment de la puberté. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les centres d'hémostase et le centre des plaquettes, puisque nous avons ces centres de référence à Toulouse. Et nous venons de travailler à des recommandations nationales pour ça. Et le 4e groupe est un grand groupe d'affections pédiatriques au départ, dont le retentissement est gynécologique, aussi bien par rapport à la croissance, par rapport à la fertilité, à l'impubérisme, tout ce qui retentit sur la fonction gynécologique et la fonction de reproduction. Voilà. Merci, docteur. Y a-t-il un âge, docteur, particulier pour que les parents puissent vous contacter et vous amener leur enfant? Il n'y a pas d'âge, parce que comme je vous ai dit, on peut être amené à les prendre en charge même pour un diagnostic anténatal ou très tardivement ou en fin d'adolescence. Donc il n'y a vraiment pas d'âge. Et justement dans le centre de référence, il y a à la fois des pédiatres, mais également comme on dit, des médecins d'adultes, voilà, gynéco, endocrino d'adultes, qui effectivement pourront les prendre en charge pour leur vie d'adulte. Dernière question, docteur, qui revient souvent dans les temps répit-repos. Comment peut-on rassurer, malgré les tabous, les mamans pour qu'elles puissent venir consulter en gynécologie? Alors, il faut lever le tabou de l'examen gynécologique. C'est rarissime qu'on ait besoin d'examiner sur le plan gynécologique une petite fille. Et comme je dis, on touche avec les yeux. Donc, il n'y a pas de spéculum. C'est un examen pédiatrique avec le consentement de l'enfant, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il faut qu'on examine au niveau vulvaire, c'est après toute une approche de cet enfant pour qu'il puisse coopérer. Et surtout, si on sent une opposition, eh bien, on ne va pas plus loin dans notre examen, ou ça veut peut-être dire aussi qu'il s'est passé des choses difficiles pour cet enfant. Et donc, à ce moment-là, on va l'amener à parler ou à se confier aux personnes compétentes. On a aussi dans notre hôpital l'unité enfance en danger, c'est plus le terme, mais c'est pas grave. Voilà, donc si l'enfant a eu des sévices, par exemple, qu'on puisse l'aider à s'exprimer sur ce sujet-là. Docteur Perriner, une question de nouveau. Comment peut-on préparer nos filles à appréhender les règles ou la puberté de manière générale? Alors, je vais prendre la parole pour ce qui est du handicap. Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, chez les jeunes filles qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, la puberté peut être une période assez
compliquée si elle n'est pas préparée. Ce sont des jeunes filles qui ont du mal à anticiper. Enfin, déjà, il faut savoir qu'elles ont beaucoup moins accès à l'information, qu'elles vont être plus limitées dans leurs interactions avec leur père, voilà. Et du coup, si on ne leur explique pas les différents changements qui vont s'opérer, elles peuvent mal vivre, on va dire, cette période. Donc je pense que ça peut être intéressant de commencer à leur expliquer lorsqu'on voit apparaître les premiers signes de puberté. Donc ça commence généralement par l'apparition de ce qu'on appelle un bourgeon mammaire, et on sait que les règles vont arriver 2 ans, 2 ans et demi après. Donc sur cette période-là, il faut commencer à leur expliquer tous les changements qui vont survenir. Alors, on parle des changements corporels déjà, donc l'apparition des poils, la poussée des seins, etc. Mais il faut aussi leur parler des changements qui peuvent s'opérer en termes d'humeur, d'émotion, etc. Enfin, il va se passer des choses en fait qu'ils vont avoir du mal à maîtriser et qui peuvent être un peu perturbants. Et il faut savoir que en fait le fait de leur expliquer, alors il faut s'appuyer sur du visuel, c'est hyper important d'avoir des supports pour leur montrer ce qui se passe, qu'ils vont mieux comprendre en fait ce qu'on explique. Et puis le fait de leur avoir montré tout ça, ça va vraiment leur permettre de mieux vivre tous ces changements. Et ensuite, effectivement, il faut préparer l'arrivée des règles. Et là, je pense que c'est important aussi de rassurer les mamans qui sont généralement très angoissées à l'idée de la façon dont les jeunes filles vont pouvoir les gérer, notamment aussi les changes, parce que c'est des personnes qui ne sont pas forcément autonomes et du coup devoir changer les protections, supporter les protections aussi n'est pas toujours évident. Alors moi je conseille, quand c'est possible, l'utilisation de culottes de règles qui nous ont quand même bien aidés, je pense, sur ce plan. Après, ça reste quelque chose qui n'est pas, enfin c'est pas des choses remboursées. Il faut que le budget des familles le permette. Mais quand c'est le cas, ça facilite quand même beaucoup les choses. Et après, sinon, moi je les invite aussi à préparer la jeune fille à changer, à mettre en place des protections et changer les protections quand c'est possible, avec des séquentiels, parce que c'est des choses qui peuvent prendre du temps et c'est pas au moment où les règles arrivent qu'il faut commencer à le travailler. On le fait en amont. Et après, moi, je dis aussi aux mamans, mais quand vous avez vous-même, enfin, si elles sont encore réglées, je leur dis, mais n'hésitez pas, en fait, à montrer que tous les mois, il y a ces saignements qui surviennent, parce que finalement, ça permet de normaliser la chose aussi, et puis de montrer que c'est pas quelque chose qui est inquiétant en soi. Et après, je crois que c'est bien de pouvoir dire aux familles, mais voilà, vous inquiétez pas, on va pas bloquer l'arrivée des règles. C'est important, en fait, de laisser les choses se mettre en place. Mais par contre, on peut se revoir assez rapidement après les premières règles pour voir si effectivement il y a des difficultés qui persistent et si là, il faut prévoir parfois de bloquer les règles, mais c'est pas du tout systématique. Et je pense que quand on est bien préparé, finalement, les familles sont souvent assez surprises, ça s'est mieux passé que ce qu'elles avaient imaginé. Mais il y a aussi la douleur. Comment peut-on appréhender ou préparer notre petite fille à anticiper leur douleur? Oui. Alors effectivement, la douleur, c'est quelque chose qui est très important parce que souvent, on a affaire sur Andisco à des personnes qui ne vont pas être capables d'exprimer, enfin du moins de verbaliser la douleur, et ça peut se traduire par des modifications comportementales qui peuvent mettre en difficulté la famille et puis qui tout simplement, enfin je veux dire, il faut pouvoir les soulager, quoi, comme n'importe quelle jeune fille. Donc moi, en fait, c'est pour ça aussi, comme je vous disais, qu'on se revoit assez vite après le début des règles. Enfin, d'abord, il faut leur expliquer que c'est possible et éventuellement on peut s'aider de pictogrammes, par exemple, pour pouvoir, si elles ont l'habitude de les utiliser, pour pouvoir indiquer qu'il y a une douleur. Après, elles vont pas forcément, comme je le dis, c'est tout un travail, ils vont pas forcément être capables de le faire, et c'est là que c'est important d'écouter les parents ou les proches aidants pour voir, enfin, qui vont nous dire en fait que le comportement a changé juste sur cette période-là. Et là, il faut pas hésiter à mettre en place des traitements de la douleur en systématique sur ces périodes-là. Il faut pas les laisser s'habituer à la douleur. Après, on y répond. Enfin, la douleur répond moins bien aux antalgiques si on tarde trop à instaurer le traitement antidouleur. Dernière question pour vous, Dr Perineanu, Dr Pankowski. Le quid de la contraception pour ces jeunes filles?
Alors, dans le champ du handicap, je pense qu'effectivement, il ne faut pas l'oublier, la contraception. Il faut savoir que ces femmes ont généralement, enfin ces jeunes filles et ces femmes ont généralement une fertilité qui est préservée. Et du coup, on doit se poser la question de la contraception comme pour toute autre jeune femme ou femme. Et il faut savoir qu'on a accès aux mêmes moyens de contraception. La seule chose, c'est qu'il y a quelques particularités qu'il faut prendre en compte. Par exemple, si c'est une personne pour laquelle on travaille beaucoup sur l'autonomie, etc., on va peut-être éviter de mettre en place une pilule qui doit être prise tous les jours et qui peut peut-être être oubliée, et parce qu'on ne va pas faire réintervenir quelqu'un pour vérifier la prise de la pilule si elle arrive à se gérer sur beaucoup d'autres plans toute seule. Ensuite, il faut prendre en compte les troubles de l'oralité. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui ne sont pas capables d'avaler des comprimés. Les traitements aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont une épilepsie, et parmi les traitements antiépileptiques, certains peuvent être, on dit, inducteurs enzymatiques. Ça veut dire que on peut avoir une dégradation plus rapide en fait de la pilule, voilà, et qui la rendent moins efficace. Ensuite, il y a aussi, en cas de handicap moteur, il faut prendre en considération le fait qu'il y a peut-être un risque de faire des phlébites plus facilement, et que donc on va éviter certaines contraceptions qui risqueraient de majorer ce risque. Voilà. Après, les autres critères de choix vont être équivalents aux autres femmes, mais ça, c'est vraiment ce qui est spécifique. Et effectivement, après, il faut penser aussi à bien surveiller le poids, les inciter à marcher, à faire de l'activité physique pour éviter qu'on ait une prise de poids importante sur cette période-là. Enfin, je veux dire, et peut-être on pourrait rajouter que c'est le moment de parler de la vaccination contre le papillomavirus. C'est très important. Tout le monde sait qu'on vaccine depuis 20 ans, qu'il faut vacciner pour éviter le cancer du col de l'utérus, de la vulve, de la marge anale et les cancers ORL, qu'on vaccine garçons et filles, et que depuis 20 ans, on ne nous a jamais dit de revacciner. Donc c'est un vaccin qui marche bien. Merci beaucoup, docteur. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir invités à échanger sur cette thématique qui nous tient à cœur toutes les deux. Et j'espère que ça pourra aider de nombreuses familles et patientes. Oui, c'est important de lever tous ces tabous, de parler de ce qu'il faut faire, d'écouter nos jeunes, parce qu'elles ont quand même beaucoup de choses à dire aussi. Elles défendent leurs idées, c'est important. De pouvoir leur redonner une qualité de vie normale aussi, hein, pour que elles soient pas gênées par les troubles des règles, la douleur, et que on les aide à avoir une vie normale. Je vous remercie vraiment. C'est Merci. moi qui vous remercie. Je suis très ravie de vous avoir fait cette interview. Pour finir ce reportage, je voulais vous présenter le magazine, notre première édition de l'association du Rosier Blanc, qui relate tout ce qu'on a fait pendant 1 an. Il y a les reportages, il y a le parcours trottinette, il y a tous les répits repos. Je remercie en tout cas tous les sponsors qui nous ont financé ce joli magazine. Ce sont des sponsors du bien-être. Alors nous avons Frédéric qui fait des spectacles pour les enfants, des coiffeurs, fleuristes qui ont participé volontiers. Alors effectivement, nous avons les élus dessus, nous avons le ring de boxe qui nous a soutenus, Mbappé qui nous a donné un joli t-shirt, et les photos des reportages. Tout est relaté du début jusqu'à la fin. Ce joli magazine sera déposé dans tous les pôles médicaux pour informer que nous sommes là pour la maladie orpheline. Donc je vous offre cette première édition. Merci. Merci. Merci.